Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour corriger une grande erreur sur l'iconographie que nous avons de la préhistoire et principalement celle des australopithèques dont une branche donnera l'humanité. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai reconstruit récemment Cédiba avec des squelettes qui m'ont été envoyés d'Afrique du Sud, qui ont été gentiment photographiés, ils ont une très bonne reconstitution à base de deux individus et ils ont fait un merveilleux travail de reconstitution. Donc ce squelette, évidemment, je l'ai un peu modifié parce qu'il y avait quelques erreurs d'assemblage, mais comme j'avais en plus des photos de tous les os, ou une grande partie des os, en gros plan et haute définition, c'est le monde moderne qui permet à des professionnels comme moi de bosser de mon bureau qui est derrière, j'ai pu reconstruire avec plaisir pendant 2 ans Cédiba qui est un australopithèque tardif. Et en le reconstruisant, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus musclé qu'on ne le pensait. J'ai pas été le seul à trouver. Un labo anglais s'en est aperçu aussi en faisant des reconstitutions, cette fois-ci de Lucie, qui est plus ancien. Et ces australopithèques sont massifs comme des chimpanzés communs et bipèdes. Ils ont une particularité, surtout les tardifs, d'avoir des mains quasiment humaines et d'avoir des pieds quasiment humains avec quand même la possibilité, même s'ils n'ont plus de pouces d'orteils opposables, d'avoir une forte préhension de la plante du pied pour encore agripper les branches. Donc ça fait des marcheurs. Ils n'ont pas encore de mollet, de triceps sural avec un long tendon calcanéen pour récupérer l'énergie. Donc ils consomment quand même pas mal d'énergie quand ils marchent. Mais ils marchent très très bien. Ils ne sont pas de grands coureurs. Ce sont de bons marcheurs et ils n'ont pas de restitution énergétique aussi importante comme nous les humains avons dans nos ischio-jambiers qui sont très tendineux et qui récupèrent l'énergie dans les fibres élastiques de nos ischios pour pouvoir nous déplacer en étant économes. Mais ceci dit, ils marchent lentement, sûrement et d'une façon relativement économique, ce qui leur permet d'aller chercher de la nourriture bipède, mais ce qui les contraint à se déplacer en pleine journée, vous allez comprendre pourquoi, et donc de développer très vite un système de thermorégulation qu'aucun autre animal en savane n'a. C'est-à-dire, il va y avoir une perte des poils sur tout le corps, et ça va être remplacé par un système de transpiration, de sudation, pour évacuer la chaleur et éviter de monter en surchauffe en pleine journée, c'est-à-dire entre 10h, 11h du matin, 10h du matin, 11h du matin, et jusqu'un peu avant la tombée quand le soleil baisse, mais ils vont aller se déplacer aux heures les plus chaudes de la journée pour éviter, bien sûr, les prédateurs qui ne vont pas s'amuser à se déplacer sous un soleil brûlant de savane africaine. Ils continuent à grimper aux arbres pour s'y réfugier la nuit, parce que les fauves sont là, mais ont trouvé cette plage énergétique de se déplacer en pleine journée, avec des bâtons dans les mains pour les mâles, pour aller chercher de la nourriture en bon charognard opportuniste, mais ne pouvant pas manger de charogne ancienne, mais de charogne plutôt de proies fraîchement abattues, qui ne sont pas encore contaminées par des bactéries pathogènes pouvant les tuer. N'oublions pas qu'ils mangent encore beaucoup de végétaux, donc ils ont un estomac moins acide que celui des prédateurs, et encore moins que celui des charognards, et qu'ils ont un grand système digestif, pas adapté à lutter contre des bactéries pathogènes se développant dans les charognes, et qui risqueraient d'envahir ce grand système digestif aussi fait pour manger des végétaux. Donc je vais vous lire un petit texte pour vous faire comprendre qu'il y a en vérité un changement majeur
à partir de moi, on va dire. Je suis assez fier d'avoir trouvé ça. Donc un changement majeur dans la morphologie, pas dans la morphologie, dans la biologie de ces êtres qui sont très proches des hommes, en fin de compte, dans leur aspect, vous allez voir, même s'ils ont des grands bras, ils grimpent aux arbres, et qui vont, paradoxalement, ne pas ressembler à des singes, comme l'iconographie classique le fait, particulièrement Materne, qui a été celui qui a créé l'image des australopithèques poilus avec des faces de singes, un peu comme des chimpanzés ou des gorilles évoluant en savane, mais bipèdes. Materne était un très grand peintre, dessinateur et un très grand anatomiste qui avait parfaitement compris, d'après les squelettes, comment étaient faits les australopithèques, sauf qu'il n'avait pas travaillé sur le système de thermorégulation de ces animaux. Et moi, je suis, on peut dire, le spécialiste mondial de la thermorégulation humaine. Alors, des études, bien sûr, j'ai pas mal de théories, mais mes théories ne sont jamais contestées, bien sûr, puisqu'à chaque fois, les faisceaux de preuves vont dans mon sens, et personne ne vient contester ce que je dis, ou sans argument, donc ce qui n'est pas de la contestation scientifique. Moi, j'argumente et j'étaye tout. Donc, les australopithèques se déplaçaient probablement en savane la journée, sous le cagnard, en plein soleil, pour éviter les fauves, et donc étaient tout noirs, sans poils, et avec des cheveux crépus, comme les Africains modernes, et une barbe, comme les Africains modernes, et nous-mêmes aussi, les hommes, puisqu'on voit que déjà la barbe apparaît chez les chimpanzés pour marquer la masculinité, et aussi l'âge de reproduction. Donc ce sont des signes extérieurs facilitant les relations du groupe, montrant l'âge, le sexe et le fait que l'individu est en âge de reproduction ou pas. Quand on n'a pas de barbe, c'est qu'on est un juvénile, donc on ne va pas poser de problème en s'opposant à des adultes. Donc tout ça est fait pour faciliter la vie de ces animaux sociaux. Mais vous allez comprendre que, en fin de compte, ils étaient très très proches de nous, et je vais vous montrer après des photos, et je vais vous lire un petit texte pour vous montrer que la vision a été erronée, puisque tous les paléo-artistes et tous les paléontologues imaginaient un australopithèque poilu, très proche des singes, au niveau aspect extérieur, c'est-à-dire pilosité, et poils sur la tête, alors qu'en vérité, il avait des cheveux, comme les hommes, une grosse touffe à l'africaine, puisque on sait maintenant, d'après les études, que les cheveux des Africains crépus ont comme avantage de mettre une couche d'air protectrice et de protéger le cerveau, qui consomme beaucoup d'énergie, mais qui produit aussi beaucoup de chaleur, de la surchauffe en climat chaud et au soleil, l'après-midi, bien sûr, au soleil, quand il fait bien chaud. Donc on peut se déplacer la journée. Donc à partir du moment où tu as des cheveux crépus, déjà tu es protégé, tu as ton cerveau qui est protégé, et ça fait une couche d'air protectrice, ces cheveux crépus, et ça a été calculé et quantifié par des études très sympas, et on sait maintenant que le cheveu crépus évite la surchauffe d'un cerveau en ébullition d'humains qui pensent beaucoup. Donc c'est intéressant. Et puis la barbe, bien sûr, ça permet de montrer la masculinité, mais ça protège aussi le cou des prédateurs à l'époque, mais aussi des étranglements et autres, puisque les mâles devaient s'affronter quelquefois. Alors c'est des animaux très sociaux qui devaient avoir des conduites, des combats rituels, sûrement un coup de bâton aussi, mais le but c'est pas de tuer ceux de son groupe, puisqu'on les garde avec soi pour se protéger des fauves et aller chasser à plusieurs, ou en tout cas récupérer de l'énergie, surtout quand on est un australopithèque, donc marcher des kilomètres pour aller chercher de l'énergie. Donc je vais vous lire un petit texte maintenant qu'on a fait 9 minutes d'intro, qui j'espère va vous faire comprendre toutes les erreurs qui ont été enclenchées par une première magnifique reconstitution de jet Materne, mais qui s'était complètement planté sur le système de thermorégulation des australopithèques qui ne connaissaient pas. Les gens ne connaissent pas encore maintenant, je suis un des premiers à l'expliquer. Je veux dire, thermorégulation humaine, c'est pas que la sudation, et la perte de poils, c'est aussi beaucoup de fascia
beaucoup de tendons qui récupèrent l'énergie lors de la marche et qui évitent la surchauffe lors des déplacements diurnes au soleil, en évitant la contraction des muscles, en évitant la contraction des muscles et en la remplaçant par de l'étirement tendineux qui va restituer au niveau moléculaire l'énergie accumulée lors des déplacements, lors de la réception. Ça fait baisser sensiblement la consommation et surtout la production de chaleur, puisqu'il n'y a pas de mitochondrie productrice de chaleur dans les tendons, c'est juste de la récupération passive énergétique qu'on restitue lors de la phase positive du mouvement. À la réception, on étire les tendons et les fascias, et après, on repart pendant la phase positive en contractant le muscle, mais en même temps en relâchant l'énergie accumulée dans l'étirement moléculaire pour produire à ce moment-là, faciliter et aider le muscle à se déplacer tout en limitant sa consommation énergétique, ce qui est très important. Ça évite de monter en surchauffe et puis ça te permet de marcher plus longtemps puisque tu vas dépenser moins d'énergie aussi, augmentant sensiblement la possibilité de faire des trajets longs, donc les distances sur lesquelles tu vas te déplacer, c'est-à-dire l'autonomie, ce qu'on appelle pour les voitures, elles ont une grande autonomie. Donc si tu récupères dans tes tendons, tu as plus d'autonomie, puisque tu vas avoir plus d'énergie et moins dépensé. Donc je vais vous lire ce petit texte pour vous faire comprendre. C'est un saut quand même très important dans la compréhension du passé, comment étaient nos ancêtres, et puis je vais vous montrer les reconstitutions qu'on a fait. Alors je vous montre un peu les magnifiques reconstitutions de Materne à la base, qui m'a influencé. Alors Materne, c'est celui qui m'a donné envie de m'intéresser à ça. Donc j'avais 5 ans et demi, 6 ans, ma sœur Marianne m'a acheté ce magnifique livre que je garde comme quelque chose de fondamental pour moi, puisqu'il m'a donné la passion de la préhistoire humaine. Et on voit ces magnifiques représentations de Materne, qui était un peintre sublime, où on voit, alors là je crois que ce sont une espèce primitive d'homo, alors Ergaster, habilis. Donc on voit ici des australopithèques robustus qui ont fréquenté aussi les premiers homos, et on voit que, en fin de compte, la véritable coupe de cheveux et le véritable look des australopithèques, c'était pas ça, c'est ce corps-là, cette pilosité-là, cette absence de pilosité et ces cheveux-là, sur ce corps-là, et ce corps-là n'avait pas de poils partout, parce qu'ils auraient crevé en savane, un coup de chaud, ils ne pouvaient pas se déplacer comme ça. Donc, c'est très intéressant de comprendre. Et Materne s'était complètement planté sur les australopithèques, comme si on allait passer de ça à ça. Non, on passe de ça sans poils avec les mêmes cheveux que ça, à ça progressivement, mais ils avaient perdu les poils il y a très longtemps, puisque ça fait plus de 3 millions d'années à peu près. Ils ont été pendant, on va dire 2 millions d'années, leur rentrée en savane, c'est 2 millions d'années. Les australopithèques, c'est des millions d'années en savane. Donc, ils ont largement le temps de perdre leurs poils et de développer un système de transpiration et une peau toute noire. Donc, je vais vous lire mon texte, maintenant qu'on est à 13 minutes, et vous allez comprendre la merveilleuse biologie et l'aspect étrange qu'avaient ces petits hommes, je pourrais dire, avec de grands bras, qui grimpaient encore aux arbres, mais qui marchaient bien sans savoir bien courir, et qui avaient la peau d'un Africain subsaharien, et sa coupe de cheveux aussi, puisqu'il a très vite eu des cheveux humains, au lieu d'avoir, comme dans les représentations de Materne, un look de singe. Alors je vais vous lire ce texte. L'Australopithèque réinventé, la grande erreur iconographique de la pilosité. Depuis des décennies, notre imaginaire des australopithèques est dominé par une image devenue presque automatique, un être largement couvert de poils, au visage simiesque intermédiaire entre le chimpanzé et l'humain. Cette représentation popularisée par les brillantes reconstitutions paléo-artistiques de Jay Materns a profondément marqué notre regard. Pourtant, elle pourrait être fondamentalement erronée. Le problème n'est pas le talent de ces premières représentations, immenses pour leur époque, mais l'hypothèse implicite
qui les traversait, celle d'un australopithèque encore essentiellement simien, dans son apparence externe. Or, si l'on raisonne non pas seulement à partir des os, mais de l'écologie réelle de ces hominidés, un autre portrait émerge. Les australopithèques tardifs n'étaient probablement plus des habitants de forêts tropicales denses comparables aux grands singes actuels. Ils occupaient des savanes arborées, des mosaïques écologiques ouvertes, dangereuses, saturées de prédateurs. Dans un tel environnement, leur survie dépendait vraisemblablement de déplacements diurnes prolongés. Marcher longtemps, lentement, exploiter les périodes les plus chaudes où les grands prédateurs limitaient davantage leurs activités, accéder à des ressources alimentaires, notamment animales, avant d'autres compétiteurs. C'est-à-dire, souvent, les charognes ne chassaient pas, et ce n'étaient pas des grands chasseurs. Ils pouvaient chasser de petits rongeurs, de petits animaux qui vivent dans des terriers. Hein. Mais la chasse à la traque, c'est pas pour eux. Hein. Mais par contre, ils peuvent voler de la nourriture, et vous allez comprendre comment ils faisaient. Mais une telle stratégie impose une contrainte absolue, la thermorégulation. Un primate couvert d'un pelage dense, marchant longtemps sous le soleil africain, accumule rapidement une chaleur mortelle. La sélection naturelle a donc dû favoriser très tôt les individus capables d'évacuer cette chaleur. Réduction massive de la pilosité corporelle, transpiration efficace, peau fortement pigmentée pour résister au rayonnement solaire intense. L'australopithèque tardif n'aurait donc probablement pas ressemblé à un chimpanzé bipède, couvert de poils, mais plutôt à un petit hominidé, noir, glabre, à peau humaine, déjà engagé dans une physiologie de dissipation thermique. Il ne pouvait pas faire autrement, hein. Autrement, il crève de surchauffe. Ses cheveux, loin d'être absents, auraient pu être crépus et volumineux, jouant un rôle de protection thermique au sommet du crâne contre le rayonnement solaire. Cette masse capillaire pouvait même atténuer visiblement l'impression d'un neurocrâne réduit et fuyant. Ah oui, puisqu'il a le crâne très fuyant, il n'a pas encore beaucoup de cerveau. Hein. Même si son cerveau a pris plus de neurones, il a pris surtout plus de neurones et il travaille plus en se plissant à l'intérieur du crâne, si vous voulez, mais sans se faire augmenter la taille réellement du crâne. Ça avait augmenté un peu, mais pas tant que ça, puisqu'avant d'augmenter, hein, le cerveau, les neurones se trouvent à la surface. Vous pouvez plisser la surface, hein, comme les méandres du cerveau, hein, que vous voyez, hein, c'est des plissures pour mettre un maximum de neurones. Donc il avait déjà compensé comme ça. Pas un gros cerveau, mais plus plissé. Le visage lui-même devait être repensé, prognate, certes, avec des arcades sourcilières plus marquées et une architecture encore archaïque, mais porté par une peau nue, expressive, humaine dans sa texture et sa pigmentation. L'effet global aurait été bien plus troublant qu'un simple singe velu, une forme d'humanité primitive. Ainsi, l'erreur historique de représentation classique n'est peut-être pas anatomique. Comme j'ai dit, un Materne avait bien réussi l'anatomie, c'est très fort ce qu'il a fait. Mais physiologique. En imaginant des australopithèques encore recouverts d'un pelage, de grands singes, on a peut-être projeté sur eux une apparence incompatible avec les contraintes de leur milieu. Il est peut-être temps de repenser l'australopithèque, non comme un chimpanzé qui se redresse, mais comme un petit homme archaïque, déjà profondément transformé par la savane africaine. Un autre élément renforce cette hypothèse, la logique temporelle des déplacements. Et ça, c'est très important. Dans les savanes africaines, de nombreux mammifères, herbivores comme prédateurs, concentrent leurs déplacements et leurs activités aux heures les plus fraîches. L'aube, le début de matinée, la fin d'après-midi ou le crépuscule. Alors ça, c'est très très bien documenté au niveau scientifique. Les scientifiques s'emmerdent, donc ils calculent le moment où les animaux s'activent. Et ils s'activent quand il ne fait pas trop chaud. Les grands herbivores profitent de ces périodes pour se nourrir et se déplacer avant d'être ralentis par la chaleur. Les prédateurs de taille moyenne et grande adaptent eux aussi leur stratégie. Beaucoup chassent principalement à l'aube, en début de journée, au crépuscule ou durant la nuit. Une fois une proie capturée, les carnivores passent fréquemment les heures les plus chaudes, à consommer ou se reposer
à l'ombre, limitant davantage leur déplacement. Cette dynamique écologique pourrait avoir ouvert une niche comportementale originale aux australopithèques tardifs. Plutôt que d'entrer en compétition directe avec des prédateurs actifs, ils auraient pu exploiter une fenêtre temporelle plus efficiente. La fin de matinée et le milieu de journée. Après les chasses matinales, en observant le paysage, agitation animale, odeur ou même rassemblement de vautours. De petits groupes d'australopithèques auraient pu se déplacer lentement, mais longtemps, vers des carcasses fraîchement exploitées, afin d'en récupérer les restes nutritifs avant d'autres compétiteurs. Et puis surtout, aller prendre à des prédateurs de taille moyenne en agitant des bâtons et en les frappant pour pouvoir leur piquer leur proie, parce que n'oubliez pas que l'australopithèque grimpe encore aux arbres, même si ses mains n'ont plus le crochet, des mains en crochet des chimpanzés, qui ont la même taille qu'eux. Ils tombent plus souvent des arbres, mais ils peuvent maintenir fermement des bâtons, puisqu'ils ont un pouce plus grand et des doigts plus petits. Donc ils tiennent moins bien dans les arbres, mais ils tiennent des bâtons, donc peuvent se déplacer et taper très fort de haut en bas, puisqu'ils continuent à grimper très puissamment. Donc ils ont un haut de chimpanzé avec des mains d'homme. Ils agrippent moins bien les branches, ils sautent pas de branche en branche, mais ils grimpent très bien, se tractent très bien. Donc tapent très fort de haut en bas, ça les rend extrêmement dangereux. Ah oui, puisqu'ils sont adaptés au grimper, donc à l'attraction, donc au mouvement du bras de haut en bas. Dans ce scénario, la chaleur elle-même devenait un avantage stratégique. Là où de nombreux mammifères réduisent leur activité, un homini né, faut pas confondre, mieux tolérant à la chaleur, pouvait continuer à marcher. Cette niche de charognage opportuniste aurait favorisé une mobilité diurne plus importante et renforcé la pression sélective en faveur d'une meilleure dissipation thermique. Réduction progressive de la pilosité corporelle, transpiration efficace, pigmentation sombre, protectrice et cheveux crépus, jouant un rôle de protection thermique du crâne. L'australopithèque tardif ne serait donc pas seulement un bipède imparfait vivant dans la savane, il pourrait avoir été un marcheur diurne lent. Il marche pas vite, il n'est pas économique, mais il transpire bien. Il produit plus de chaleur qu'un homme quand il se déplace, mais il transpire très bien, il est tout noir, et avec ses cheveux crépus, il ne craint pas d'avoir une insolation. Opportuniste, donc c'est un marcheur lent, diurne, opportuniste et thermiquement spécialisé, exploitant un moment de la journée que beaucoup d'autres animaux évitaient. Donc, il est tout seul à se balader l'après-midi, quand les autres se reposent, bouffent leur proie, ou se reposent, coulent à l'ombre, ou évitent de trop bouger pour ne pas monter, on surchauffe, et lui devient le maître de la journée, il se déplace cool, et le soir, évidemment, il monte dans les arbres pour éviter de se faire bouffer par des prédateurs. Et donc il dort dans les arbres, il évite de ne pas tomber, et la nuit pour lui, c'est l'enfer, et c'est les prédateurs qui chassent, donc on se met en haut, et pendant des millions d'années, pour nos ancêtres, la nuit, c'était là où on pouvait se faire tuer par un prédateur, et là où il fallait dans les arbres se réveiller un peu pour se replacer, pour ne pas tomber en bas où il y a les prédateurs. Puis comme ils étaient quand même costauds, si une panthère veut monter, ils peuvent quand même les taper la nuit, donc c'est quand même mieux d'être dans les arbres, ils sont relativement à l'abri, ils se déplacent que la journée, les mecs, pas les nanas, les nanas australopithèques, elles restent près des arbres, puisqu'elles ont encore un gros bide, comme les hommes, pour digérer des végétaux dans ce bide, dans les intestins, par fermentation. On brise les fibres de cellulose par fermentation bactérienne, donc ça fait un gros intestin, un gros côlon surtout. Ils ont un estomac qui n'est pas encore acide comme celui même des humains plus modernes. Ils mangent un peu de viande encore, ils mangent de la viande de plus en plus, c'est ça qui les fait survivre, mais ils ont encore beaucoup de végétaux. Et les femmes ne peuvent pas trop s'éloigner des arbres, près des points d'eau, pour ne pas risquer de se faire bouffer par les prédateurs, parce qu'elles ne peuvent pas avoir des bâtons dans les mains, donc elles sont plus susceptibles de se faire bouffer si elles partent avec un petit dans les bras qu'elles ne peuvent pas mettre sur le dos, et comme elles n'ont plus de poils, le petit ne peut pas s'accrocher dans les poils. Donc c'est ce que je vous expliquerai plus tard. Il va arriver sexe contre énergie à cause justement de cette morphologie, des mâles bien adaptés au déplacement diurne et des femelles ne pouvant pas se déplacer à cause des petits, devenant donc moins musculaires,
pour pas consommer d'énergie, plus grasse, et là apparaît par la femelle, par la femme, des zones de graisse sur les fesses principalement, qui permettent de survivre au manque calorique, puisqu'elles peuvent se nourrir qu'autour des arbres, et être en même temps nourries par les mâles qui, eux, vont leur apporter des restes qu'ils auront chapardés, principalement des os longs avec les articulations, un peu de collagène au bout, et un peu de muscle dessus, mais comme elles ne sont pas très musculaires, c'est pas grave. C'est bon le collagène pour les tissus, elles ne sont pas très musculaires, et par contre, c'est des bombes énergétiques, ces os longs, puisqu'elles peuvent les casser et en tirer la moelle très grasse et très calorifique, c'est du gras, et c'est extrêmement efficace. Donc ça les a fait survivre, ça permet d'éviter les carences quand elles ont des petits, elles portent des petits, et elles les allaitent, tout ça c'est formidable. Et elles continuent à manger autour des arbres, mais elles ont un territoire calorique moins important que les mâles qui, eux, peuvent partir avec leurs bâtons dangereux à plusieurs. Donc vous voyez, en été, en fin de compte, nos ancêtres étaient tout noirs, les cheveux crépus, comme ce que nous sommes, nous humains, en Afrique, pas moi et pas les Européens, on a blanchi, mais c'est très intéressant de comprendre. Donc on a un petit être qui grimpe aux arbres avec de grands bras, des jambes courtes, un bassin large, un gros bide, et une tête qui, quand il a des cheveux, fait assez humaine, puisque, là, surtout chez les mâles, la grosse mâchoire sera cachée par de la barbe, et la petite tête même, le petit crâne sera caché par une coupe afro. Donc, quand on les voit, ces espèces de gnomes humains, et pas des singes. Donc je vais vous montrer un peu les reconstitutions que j'ai faites, c'est assez sympatoche. Vous allez voir qu'on travaille avec ChatGPT, mais pas qu'avec ChatGPT, puisque je fais des reconstitutions, et après je travaille avec ChatGPT d'après des écorchés que j'ai faits. Et vous allez voir un peu ce que c'est. Alors voilà la belle reconstitution que je vous ai faite pour que vous compreniez un peu ce que ça donne. Alors voilà, là on a d'un côté materne et de l'autre côté la reconstitution que je vous ai faite. Vous voyez, c'est sensiblement différent puisqu'on va avoir vraiment ici ce que j'ai fait comme reconstitution. Pourtant il y a la même morphologie mais ça fait beaucoup plus humain puisqu'il a des cheveux crépus et l'autre il est poilu comme les singes, gorilles, mais c'était pas ça en fin de compte. C'était plutôt ça. Donc ça va changer complètement ce qu'on perçoit de l'humanité archaïque, des proto-humains. Mais est-ce que c'est des proto-humains ou est-ce que ça peut être rangé dans le genre homo ? Là on se pose des questions parce qu'ils sont quand même tout noirs avec les cheveux crépus. Ils nous ressemblent quand même énormément. En tout cas, ils nous ressemblent, nous, les humains d'Afrique, pas les humains du Nord, à cause de leur chevelure. Ils ont des barbes, comme les chimpanzés ont, et comme nous avons aussi. Donc c'est intéressant. Donc on peut voir que, malheureusement, alors là je vous montre les reconstitutions que j'ai faites, voilà, on va les voir, je vous montre ici. On a ici un écorché, et puis là je l'ai fait sans poil, et après je l'ai fait avec ses cheveux, parce que ChatGPT a du mal à traiter les anatomies. Par contre, elle est bonne pour faire des plates 3D. Donc je passe mes écorchés, puis je leur montre. Donc voilà ce que ça donne à peu près quand on fait un écorché d'Australopithèque. Je ne sais pas si on le voit bien là. Ouais, on le voit ici. Ça sature sur l'image ici. Voilà, je le mets là. C'est assez intéressant. Et je vais vous montrer après les reconstitutions. Voilà ce que ça donne. L'écorché quand on le reprend en plâtre 3D. Voilà, hop. Vous voyez, ça commence à être intéressant, voilà, là on le voit mieux, voilà, et là on le voit bien aussi, parce que j'ai deux téléphones, voilà, et là vous le voyez, il a une grosse mâchoire, il a un crâne fuyant, alors il paraît un peu plus gros ici, mais c'est des grosses arcades qu'il a, et le crâne est très fuyant, donc on peut voir ce que ça donne, c'est complètement calqué d'après les représentations, et vous voyez de face ce que ça va donner, à peu près, si vous les voyez d'ici, voilà, là c'est le squelette de Célibat, ici. Et là, c'est la représentation anatomique que j'ai fait. Donc, c'est un espèce de gnome à tête humaine. Si vous voulez, des grands bras, un haut de chimpanzé, des mains d'homme et des petites jambes humaines, mais avec des espèces de gros mollets épais et pas encore des triceps suraux, les tendons d'Achille faits pour la marche longue, puisqu'il grimpe un peu aux arbres, mais il marche très bien, mais sans récupérer l'énergie dans les triceps suraux, une marche particulière. Il n'y a pas des marches, comme ils disent, il y a juste une marche adapté à la savane, mais avec des muscles du bas du corps qui peuvent encore servir, on va dire des muscles des mollets, qui ne servent pas qu'à projeter le pied, mais qui servent encore à enserrer, sans le pouce, mais enserrer par la plante, des troncs pour y grimper. C'est très intéressant de comprendre tout ça. Donc vous avez ici, voilà, c'est dommage que ça soit un peu trop lumineux, voilà, on le voit là,
hein, c'est très intéressant. Donc voilà. Alors vous allez voir que les représentations, par contre, sont complètement bidons. Hein. Malheureusement, elles ont été aidées par Materne, hein, qui a fait progresser énormément la vision des australopithèques, mais d'un autre côté, qui a induit en erreur des générations entières de paléo-artistes comme moi. Alors moi, je ne suis pas qu'un paléo-artiste, hein, je suis aussi un anatomiste spécialisé en biomécanique des primates, hein, et des primates modernes, dont l'homme fait partie, et des primates fossiles. C'est mon truc, la biomécanique. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je suis étudié, hein, la grande gloire pour moi, d'être livre obligatoire au MIT, au MIT. Hein. Donc les zététiciens ne peuvent pas m'attaquer en disant menteur, tu as pris des diplômes. Non, j'ai pas de diplôme, je suis juste livre obligatoire dans la plus grande faculté, la plus grande université scientifique du monde. Bien sûr pas en mathématiques, hein, mais en sport, pour les études de sport, parce qu'ils ont des études de sport aussi au MIT, ça rigole pas, ils ont sport, maths et tout, et des fois ils les font ensemble les mecs, et puis ils font sciences du sport aussi. Donc voilà, je suis dedans, ça fait plaisir, et c'est une gloire pour un Français. Et puis vous voyez, les représentations de Materne qui sont pas mal, c'est mes préférées, celle-là, hein, c'est magnifique, mais ils n'étaient pas poilus. Si on leur enlève les poils, ils sont à peu près comme ça, mais beaucoup plus musculaires. Les femmes un peu moins, mais beaucoup plus musculaires. Je dis les femmes parce que c'était proche des femmes, et vous avez bien sûr encore une représentation de Materne que j'aime bien, hein, encore, voilà, ils étaient comme ça, à peu près. Hein. Oui, il n'est pas mauvais en présentation, très gros deltoïde. Par contre, pas poilu comme ça, et bien sûr, tout le monde se plante après. Voilà, Lucie, poilue, avec ses seins, hein, elle était beaucoup plus musculaire que ça, normalement, et elle n'était pas toute poilue comme ça, parce qu'elle aurait crevé de chaud, et elle aurait eu des problèmes de dissipation de chaleur. Donc c'est une grande erreur encore, hein. Ils étaient plutôt sans poils, avec des cheveux frisés. Bah oui, puisque en 3 millions d'années, tu as le temps de ça. Et puis voilà, une dernière représentation, qui est aussi une représentation erronée. Alors déjà, elle est erronée parce qu'elle n'est pas assez musculaire. C'est le problème, c'est Célibat que j'ai représenté avant, qui est beaucoup plus musculaire, puisque j'ai fait tous les muscles à partir du squelette. Je peux vous dire que c'est vachement plus balèze. Hein. C'est un bon chimpanzé bien costaud, et pas un truc un peu malingre comme ça. Hein. C'est vraiment de la bête costaud. Hein. Voilà. Ça, c'est une des dernières représentations, d'ailleurs, qui est, je crois, à l'exposition du Collège de France, qui a été amenée là-bas. Mais c'est des erreurs, parce que les mecs ne prennent pas en compte les dernières reconstitutions anatomiques qui ont été faites par un labo anglais et par moi. Alors, j'ai pas regardé de labo anglais, ils m'ont pas regardé, mais on est arrivé quasiment aux mêmes reconstitutions. C'est vous dire quand il y a 2 équipes qui bossent. Alors moi j'ai une équipe tout seul, eux ils ont une équipe avec plein de mecs, mais moi je suis au-dessus au niveau qualité. Et quand on est 2 arrivés aux mêmes conclusions, c'est qu'on est bon, hein, c'est qu'on n'est pas sur la mauvaise voie. Hein. Et c'est 2 attaques différentes, 2 angles différents. Eux avec des logiciels et une équipe qui tapent les muscles, et moi avec les squelettes, et je tape les muscles en dessin, et moi en plus j'ai l'avantage de les calculer en fonction de leur consommation et du mouvement articulaire. Donc je sais mettre la taille des tendons et le volume des muscles en fonction de leurs attaches. Donc c'est un avantage que j'ai sur la machine qu'ils ont utilisée. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis vous voyez, ça l'erreur de Célibat d'une face blanche. Hein. Non, bah, elle n'avait pas une face blanche, elle n'avait pas des cheveux jaunes comme ça, elle avait des cheveux crépus, tout simplement. Et Célibat, bah, c'était plutôt ce truc-là, voilà, ici, hein, ce personnage-là. Ça, c'est Célibat, celui avec les cheveux crépus, hein, un truc costaud, hein, puisque j'ai pris la forme du crâne de Célibat pour faire le personnage. Hein, et puis vous voyez que c'est quand même du balèze tout ça. Hein. C'est pas du rigolo, hein, Célibat. Vous voyez, est-ce qu'on le voit? Putain, merde. Voilà, on le voit là. On voit Célibat ici, je vous le montre ici parce que j'ai des caméras. Voilà, ça c'est du Célibat. C'est quand même costaud comme bestiole. Hein. Tout est fait. Alors bon, sur mes bouquins, vous verrez, c'est hyper bien fait. J'ai tapé tous les muscles. Et vous voyez ici, bon, encore une représentation. Je ne sais pas si on la verra mieux de dos. Voilà, ça c'est une représentation de Célibat de dos. C'est quand même du costaud, c'est du chimpanzé balèze, bipède, avec des gros fessiers plats. Hein, des gros fessiers plats, parce qu'elle n'a pas de projection en arrière hein, du fessier. Donc il court pas très bien. Mais il court pas très bien. Et je dois l'avoir ici. Voilà. Je vais vous le montrer. Est-ce que je peux l'agrandir celui-là? Voilà. Avec son squelette à côté. Ici, voilà. Un Célibat. Est-ce qu'on a une bonne image? Non, on l'a pas. Donc je vais essayer de la mettre. Voilà. Célibat et son squelette. Vous voyez ce que ça donne?
hein. C'est impressionnant, puis vous voyez ce que ça donne, ici. Voilà, hein, voilà, je vous le montre. Bah, c'est quand même costaud, c'est pas du petit Australopithèque rachot, et de dos, hein. C'est un grimpeur, hein, regardez ça. C'est un grimpeur marcheur, hein. Et les mollets, c'est pas des mollets, c'est des mollets de chimpanzé quasiment, hein, mais sans le pouce opposable, sans l'orteil opposable, tu vois. Mais par contre, c'est des jambes, c'est bipède, c'est redressé totalement, ça n'a pas une taille mobile et c'est très intéressant. Donc voilà, nous avons une représentation de ces Diba et des Australopithèques qui a complètement changé grâce à moi. J'en suis très fier et on peut dire que c'est faux, bah, vous verrez, non, c'est vrai pour de multiples raisons et tous les faisceaux d'indices et les preuves, hein, bah, vont dans mon sens. Hein. Quand vous avez tout qui va dans mon sens, hein, quand tous les faisceaux d'indices, de preuves vont dans mon sens, bah, vous pouvez vous dire que c'est juste. Hein. Il n'y a rien qui va à l'encontre de ce que je vous explique. Et de toute façon, c'est un truc très intéressant à comprendre. Les mutations entraînant la pilosité ou l'absence de pilosité, ou le fait que les cheveux vont onduler ou vont être lisses, c'est des mutations qui s'attrapent très rapidement. Hein. C'est pas de la mutation qui met des millions d'années à venir. En quelques dizaines de milliers d'années, vous avez un truc qui est à poil, hein, avec des cheveux crépus. Oui, parce que vous regardez les humains, déjà la vitesse à laquelle ça monte. Hein. Quand vous avez un Africain qui arrive en Europe, et il y a eu plein d'Africains qui sont arrivés en Europe par vagues successives. Les Néandertaliens, c'est les Africains qui arrivent en Europe. Hein. Et après, il y en a même qui vont en Europe, en Asie, d'autres qui passent directement en Asie. Donc c'est intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, voilà, petite vidéo pour vous expliquer un peu, hein, que ces mutations vont très vite en vérité, et que très vite, ils avaient plus de poils. Hein. La peau blanche, la sudation, ça va un peu plus lentement, mais la pigmentation de la peau, ça va plus vite. Mais même la sudation, ça va aller assez vite, en général. Même ça va très vite, puisqu'on peut voir des différences de sudation entre Africains, subsahariens et Européens du Nord. Ça ne transpire pas de la même façon, comme un Sahélien, ça ne transpire pas de la même façon qu'un Camerounais. Tout ça, c'est étudié, on commence à l'étudier, mais tout ça est différent. Hein. Et transpiration, pilosité, ondulation des cheveux, des poils, c'est quelque chose, et perdre des poils, ça va super vite comme sélection, comme mutation. Des mutations arrivent vite, et la pression sélective là-dessus, ça va hyper vite, et ça vous transforme très rapidement un individu, hein, en un individu à poil, en un individu sans poil, à cheveux frisés et crépus, et à barbe crépue. Voilà, petite vidéo du soir espoir. Évidemment, pour avoir un cul bombé et de grandes jambes et des mains qui perdent leur forme, dans crochet, ça va déjà plus lentement. Hein. Des mutations qui vont toucher la forme du squelette, hein, et du nez, ça avance vite aussi, mais ça avance un peu moins vite que le poil, bien sûr. Mais le nez, ça avance vite aussi. Hein. Il n'y a qu'à voir entre les nez d'Africains et les nez d'Européens. Les Européens, c'est des Africains qui sont montés relativement récemment, hein, en Europe. Hein. 40 000 ans. Hein. Vous imaginez bien que quand on voit une tête d'Africain et une tête d'Européen, ça passe très vite des mutations pour devenir tout blanc avec un grand nez d'Européen, hein, et pas un nez épaté, pour un climat plus humide. Hein. On a des peaux toutes blanches, des grands nez. Hein. Après, ça se réduit au froid. Tout ça est très intéressant à comprendre. C'est de la vitesse de mutation assez rapide. Et donc, nos amis les Australopithèques, bah, ils étaient tout noirs avec des cheveux crépus, beaucoup plus humains qu'on ne le pensait. Bon, c'est un peu long, c'est pour les gens qui aiment et les spécialistes, mais vous comprendrez qu'on était beaucoup plus humain à voir, en tout cas, à l'époque, que les représentations anciennes qu'on se fait des Australopithèques. C'était quasiment des petits hommes qui grimpent aux arbres et qui marchent bien, avec des têtes, quand ils ont leurs cheveux, bah, pas assez éloignés d'un Africain moderne, à cause du climat, hein, pas à cause de la taille du cerveau, puisque ils avaient des petits cerveaux, eux, mais à cause des cheveux crépus et d'un visage adapté, bien sûr, à un climat très lumineux, très chaud, et parfois humide un peu.
donc très ressemblant, en fin de compte, à un humain de base, qui est l'humain africain, qui va après remonter et se transformer pour devenir des humains habitués, qui vont s'habituer, qui vont s'adapter à des climats plus froids, moins lumineux. Voilà. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et sœurs, paix sur terre.